Tout au fond d'une mare ombragée vivait une grenouille. Elle n'était pas plus verte que les voisines, elle ne coassait ni plus fort ni de manière plus harmonieuse. Elle n'avait pour ainsi dire rien qui la distinguait des autres batraciennes. Rien, à part peut-être un rêve. Notre grenouille s'appelait Coazette, et elle rêvait de voler comme un oiseau. Elle voulait s'élever au-dessus de la végétation dense du marécage, au-dessus des arbres les plus hauts, au-dessus même des nuages. Elle voulait monter tout là-haut et voir le monde comme jamais aucune grenouille ne l'avait vu. Les autres grenouilles la regardaient avec un air amusé, il faut le dire, un peu de pitié. Une grenouille qui vole, et puis quoi encore ? Les choses devaient rester à leur place et la place d'une grenouille n'était pas dans le ciel. Mais Coazette n'en avait rien à faire de la vie de ces rabat-joie. Elle allait voler, elle allait leur montrer qu'ils se mettaient la patte dans l'œil. Elle avait commencé à analyser la situation, les oiseaux qui volaient avaient des plumes. Elle avait donc commencé une collecte de toutes les plumes qui tombaient dans leur marécage. Petit à petit, elle en avait récolté une belle collection, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Les oiseaux avaient aussi des ailes. C'était comme ses pattes à elle, mais plus longues et avec des plumes dessus. Facile. Elle avait bricolé ses ailes à elle avec des tiges de roseau. Elle les recouvrit de plumes et on n'y vit plus que du feu. Qu'elles étaient belles, ces ailes de grenouille. Elle avait bien observé les oisillons, ils n'arrivaient pas à voler tout de suite. Il fallait qu'ils essaient, encore et encore, jusqu'à y arriver. Elle avait ainsi commencé l'entraînement. Elle était montée sur un gros rocher, avait enfilé ses deux ailes, avait sauté, et s'était écrasée dans les vases. Pas grave. Coazette recommença encore et encore. Elle y passa des jours et des jours. Elle s'écrasa, avala de la vase, recracha de la vase, coessa de mécontentement. Mais elle n'abandonna pas. Le printemps fut remplacé par l'été, l'été tira sa révérence à l'automne. Et Coazette vit à travers le feuillage qui s'était fait plus rare les oiseaux migrateurs prendre la direction du sud pour passer l'hiver. Ils étaient si hauts, là, dans le ciel. Ils étaient si hauts qu'ils ne pouvaient pas voir le marécage et une pauvre grenouille qui aurait tout donné pour les rejoindre. Ils étaient si hauts, si hauts. Elle enfila ses ailes de grenouille et se remit à l'exercice. Par moments, elle avait l'impression de voler. Elle avait l'impression qu'elle ne retombait pas directement. Elle ne savait pas si c'était vrai ou si c'était juste un effet de son imagination. Les autres grenouilles avaient appris à ne plus lui prêter attention. Mais un jour, elles coassèrent de surprise. Parce que Coazette ne retomba pas. Un battement d'ailes de grenouille, elle s'éleva au-dessus de la vase. Un autre battement, elle survola le tronc tombé. Encore un battement, elle s'éleva au-dessus des arbres sans feuilles. Un battement, un battement, un battement, elle sentit l'air frais du dessus de la cime des arbres, si différent de celui du marécage. Elle baissa les yeux sur le cœur de coassement qui s'était soudain élevé. Les autres grenouilles étaient si petites, presque invisibles dans la végétation. Et elle était loin au-dessus. Elle était dans le ciel, là, avec ses ailes de grenouille. Elle était dans le ciel, avec les oiseaux migrateurs. Elle était dans le ciel. Elle coassa de fierté, et prit la direction du sud. Il était une fois une famille d'ours bleus. Papa ours récoltait le miel dans le tronc des vieux arbres, maman ours reprisait les couvertures et cousait des habits d'hivernage, et trois petits ours turbulents cabriolaient dans l'herbe et escaladaient les rochers. Ils vivaient sous un ciel toujours bleu, au bord d'un immense lac aux eaux bleues, et, comme les caméléons, leur fourrure avait pris la couleur du monde qui les entourait. Comme ça, les chasseurs ne les voyaient pas, ni les saumons qui remontaient les rivières qu'ils attrapaient d'un seul coup de patte. Des ours comme ça, il n'en existait nulle part ailleurs. Il y avait les ours blancs, qui avaient pris la couleur des banquises, les ours bruns des forêts, au pelage couleur de l'écorce des arbres et des feuillages d'automne, mais des bleus, il n'y avait qu'eux. Un jour, Papa ours déclara qu'il avait gagné beaucoup d'argent en vendant le miel. « Nous allons partir en vacances », dit-il à ses enfants. « Allez chercher la pirogue, les rames et les cordages. Demain nous partons en vadrouille de l'autre côté du lac. » Maman ours fit un grand sourire. C'était ses premières vacances. Elle rangea au fond de leur grand terrier d'hivernage ses broderies, ses fils de toutes les couleurs, ses pelotes de laine, et elle boucha l'entrée avec des branches. Elle avait mis dans un sac quelques morceaux de tissu, une ou deux bobines de fil, 2 ou 3 aiguilles et un rouleau de peluche. Le lendemain, au lever du jour, la famille ours bleu embarqua sur la pirogue. Tout était bleu, l'eau,
le ciel, la coque, les rames et les cordages. Papa ours mit le cap vers l'autre rive. Pas un bruit sur le lac. À travers l'eau limpide, ils apercevaient des saumons et des herbes marines qui dansaient. Le soir, la pirogue a raclé le fond du lac. Nous sommes arrivés, dit Papa ours. Devant eux, une forêt bordait le rivage. Ils déchargèrent la pirogue en se demandant où ils étaient. Maman ours murmura, « Ne faites pas de gestes brusques, des animaux nous regardent. » Les 3 petits ours tremblaient de peur. « N'ayez pas peur, ils ne semblent pas méchants. » Tout autour d'eux, des écureuils, des lapins, des blaireaux, des cailles, des faisans, des hiboux, des sangliers, des cerfs regardaient la famille d'ours bleus qui débarquait. Et puis tout ce petit monde se mit à parler, tous en même temps. Quelle drôle de couleur! On les voit de loin, ces ours. Regardez comme ils luisent dans le soleil quand la nuit tomba. Les animaux de la forêt étaient toujours là à contempler la famille ours qui brillait sous les rayons de lune. Les enfants, dit Papa ours, nous avons changé de monde et quelque chose ne va pas ici. Sous les arbres, dans l'obscurité de la forêt, ils brillaient tous les 5 comme des vers luisants. Chez nous, notre couleur nous protégeait. Ici, on ne voit que nous sommes en danger, ajouta Maman ours. Pas moyen de nous dissimuler aux yeux des chasseurs. Vous pensez, une fourrure bleue, c'est unique? Tous la voudront, alors que devons-nous faire? Rentrer chez nous, mais le courant avait emporté la pirogue. La famille ours bleue s'endormit, cachée sous des buissons. Au lever du jour, ils étaient tous les 5 aussi bleus que la veille. Mais il faudrait bien sortir un jour de la forêt. Un jour, un chasseur finirait par les voir et alors, quel beau trouver qu'un ours bleu. Les animaux de la forêt n'en finissaient pas de parler de ces ours bleus, mais d'où viennent ces drôles d'ours? D'un pays imaginaire, d'une contrée lointaine où tout est bleu, d'un cirque, d'un refuge pour animaux perdus et justement, Maman ours, qui se demandait où il pourrait être en sécurité, pensait à s'en aller habiter un refuge pour animaux perdus. Elle avait entendu dire que les animaux y étaient à l'abri. Les voilà partis à travers la forêt et les champs pour chercher un refuge. Marcher 3 jours tout droit, leur avait expliqué une belette en faisant de grands gestes avec ses petites pattes. Le refuge se trouve pas loin d'un village que vous apercevrez de loin en voyant un coq, sur le clocher de l'église, qui tourne avec le vent. Demandez à voir le directeur. C'est un homme bon qui protège les animaux. Le directeur accueillit la famille ours bleue avec beaucoup de gentillesse, et de curiosité aussi. Maman ours expliqua qu'aucun autre ours bleu n'existait sur la terre et qu'il était important de protéger des exemplaires uniques dans le monde, encore plus rares que le panda blanc, la panthère des neiges ou le tigre de l'Himalaya. Elle fit une pirouette pour bien montrer qu'elle était bleue de partout, entièrement, de la tête aux pieds. Le vieux directeur n'en revenait pas. Aucune de ces encyclopédies ne parlait d'ours bleus. Comment ne pas protéger ce miracle de la nature? Il leur offrit une grotte où entrait le soleil. Tous les animaux voulaient les voir et se pressaient devant la grotte. Au début, les chameaux, les girafes et les vieux lions étaient jaloux de leur célébrité et puis, avec la sagesse des animaux qui est bien plus grande que celle des humains, ils retournèrent à leur tranquillité. La famille ours bleue vécut de longues années dans le refuge. Les 3 ours bleus se marièrent avec 3 ours brunes, et c'est ainsi que naquirent des ours bruns avec des taches bleues qui avaient la forme de lacs. Plus tard, de nouveaux ours naquirent et le bleu de leur fourrure disparut peu à peu. Longtemps après, 3 petits ours aventureux, bercés par l'histoire du pays bleu que leur racontaient tous les soirs leurs parents, décidèrent de partir à sa recherche. Avec le temps, ils avaient pris la couleur de l'écorce des arbres et des feuillages d'automne des ours de la forêt. Le coq du clocher leur montrait la route. Ils marchèrent 3 jours, à l'ombre des sous-bois, à la lisière des champs de blé, dans le lit des torrents, et un soir, le lac apparut. Au loin, une rive baignait dans la brume. Ils construisirent un radeau de branches et de lianes, des petites pagaies avec des joncs tressés, et le lendemain ils quittèrent le pays où ils étaient nés. Le radeau glissait sur l'eau limpide. Le soleil, après être monté en haut du ciel, descendait maintenant sur l'horizon. Quand ils ont touché terre, l'un d'eux a dit « Regardez, nous sommes devenus bleus, le ciel est bleu, l'eau du lac, les prairies, les rochers aussi. Nous sommes de retour au pays de la vie sauvage et du bonheur des ours.
De l'autre côté de la rive, le refuge accueillait tous les animaux que menaçaient les humains. En souvenir de cette famille d'ours bleus arrivée un beau matin, il s'appelait maintenant le refuge des ours bleus. Et tous les soirs, le vieux directeur regardait un film muet qu'il sortait d'une grande boîte en bois, une journée ordinaire de la famille ours bleus. À la fin, il poussait un grand soupir et buvait sa tisane. Qu'étaient devenus les trois galopins, ces ours en fugueur que personne n'avait jamais plus revus? Quelques petites larmes coulaient de ses yeux pendant qu'il regardait la lune bleue qui passait sans rien dire dans la nuit en lui faisant un clin d'œil. Elle connaissait le pays bleu. Le roi Baba, dont je vais vous conter l'histoire, règne sur la Mongolie, un grand pays recouvert de steppes dont on ne voit pas la fin. Il est le descendant d'Attila, un roi qui avait la bougeotte et avait passé sa vie sur son cheval. C'était il y a bien longtemps. Le roi, aujourd'hui, c'est Baba. Baba est un bon roi. On l'appelle le roi gâteau et il faut que je vous raconte pourquoi. Le jour où les trompettes du royaume annoncèrent sur les places des villes et dans tous les villages que la reine attendait un enfant, la population défila en farandole toute la journée et la nuit qui suivit. Tous espéraient depuis si longtemps un héritier au royaume qu'ils firent une fête comme jamais on en avait vu. Les musiciens faisaient jouer leurs viols et résonner leurs tambourins. Les troubadours chantaient des berceuses et des sérénades sans jamais s'arrêter, et les boulangers, blancs de farine, ne quittaient plus leur four d'où sortaient des montagnes de gâteaux. Cela convenait parfaitement à Gourmandine, la fée du royaume, une jeune fée un peu étourdie qui venait tout juste d'avoir son diplôme de fée, et ne rêvait que de gâteaux. Elle y pensait tellement que, sans le vouloir, un soir où elle tenait compagnie à la reine qui tricotait des chaussettes, des cache-nez et des bonnets de toutes les couleurs devant la grande cheminée, elle lui avait jeté un sort. Un petit sort de rien du tout, juste pour tester ses nouveaux pouvoirs. Abracadabra, bébé qui naîtra, bon gâteau sera, que fais-tu, petite effrontée gronda la reine en lui faisant les gros yeux. Ce n'est rien, reine, j'essaie de voir si j'ai bien retenu mes leçons de magie. Quelques jours plus tard, toutes les cloches du royaume sonnèrent à la volée. Baba était né. Et, ô surprise, il était entièrement constitué de gâteaux. Gourmandine, viens ici tout de suite, cria la reine en voyant son bébé. Qu'as-tu fait, malheureuse? Mon Dieu, quelle catastrophe! S'était dit Gourmandine. Elle se mit à genoux devant la reine et lui jura de faire tout, absolument tout, pour que le bébé ressemble à un beau prince. Puisque tu es l'auteur de ce sortilège, lui dit la reine, tu resteras nuit et jour avec Baba. Tu veilleras sur lui et tu en feras un beau prince comme tu le dis ou je te jetterai au fond des prisons du royaume. Vite! Abracadabra, avait-elle murmuré en faisant des moulinets avec sa baguette de fée. Croix de bois, croix de fer, si je mange je vais en enfer. Vite! Abracadabra, gâteau tu es, mais beau bébé et grand prince deviendra. Gourmandine ne parvenait pas à conjurer le sort. De son berceau, Baba regardait la baguette qui tournait, descendait, s'élevait. Il riait et rien ne changeait. Puisque tu ne changes pas, s'entêta-t-elle, je veux que tu sois le prince le plus beau, le plus parfumé, le plus appétissant, dit Gourmandine et enfin, elle fut exaucée, et Baba grandit. Le bébé gâteau est devenu un petit prince. Son visage est une brioche toute ronde, luisante et un peu brûlée, comme le visage des gens qui vivent en plein soleil. Ses yeux ressemblent à deux amandes pelucheuses auxquelles Gourmandine a ajouté 2 pépins de pommes. Cela donne à Baba un regard de velours, très doux et séduisant, qui plaît beaucoup aux princesses. Son nez est un petit gâteau sec en forme de virgule qui lui donne un air moqueur, et sa moustache, un morceau de réglisse avec 2 petites volutes à chaque extrémité. Quelle allure délicate et distinguée! Sur sa tête est posé un baba au rhum, c'est pour ça qu'on l'appelle Baba, un baba rond, ourlé, comme les coiffes des Mongols. Et quand les gouttes de rhum coulent sur son visage et dégoulinent jusqu'à ses lèvres, Slurpee les aspire et on voit alors s'allumer dans ses yeux comme de petites bougies. Alors ses yeux rient, et il danse. Le corps de Baba ressemble à celui d'une abeille. Il est fait de tartelettes à la crème. Un anneau de tarte, puis un anneau de crème et encore un anneau de tarte et encore un anneau de crème. Ses jambes et ses bras sont en éclairs au chocolat, dont le glaçage luisant évoque une armure protectrice. Gourmandine a eu beaucoup de mal à sculpter ses doigts dans la pâte d'amande, mais enfin, ils ressemblent à peu près à de vrais doigts, mous et souples et qui peuvent même se plier. Ils tiennent son sceptre,
un sucre d'orge torsadé rouge et blanc, dont Baba ne sait souvent que faire. Au pays de Baba, les hivers sont très longs et la neige recouvre les steppes et les yurts pendant plusieurs mois. Tous les sujets du royaume ont des bottes de cuir forées de laine de mouton. Baba aussi, mais les siennes sont en chocolat noir foré aux amandes. Et pour qu'il soit bien au chaud, Baba est recouvert jusqu'à ses pieds d'un grand manteau de crème à la vanille avec en base un grand ourlet de crème chantilly blanc comme la neige. Fidèle à sa promesse, Gourmandine ne quitte jamais son protégé. Baba, lui, est si heureux de son sort que parfois, des larmes de joie coulent de ses yeux, des larmes bleues comme le ciel, qui serpentent sur son manteau blanc et dessinent des fines broderies si belles et délicates qu'il a été proclamé le prince le plus élégant du royaume. Sa réputation est si grande que toutes les princesses des royaumes alentours, parées de leurs plus belles robes, défilent à la cour, dans l'espoir de le séduire. Mais Baba n'en regarde aucune et quand il les entend murmurer Dieu que ce prince est beau, on le croquerait, il rit. Les années passèrent. Le roi marchait maintenant en s'appuyant sur une canne, il n'arrivait plus à monter les marches pour s'asseoir sur son trône. Et puis il oubliait sa couronne un peu partout. « Vous allez vous la faire voler, mon pauvre roi », disait la reine avec tendresse, en tricotant des cache-nez qui n'avaient plus l'air de rien. Elle avait toujours froid, malgré les bûches de plus en plus grosses qu'on mettait dans le feu qui brûlait continuellement dans la cheminée. Ils étaient vieux. Le temps était venu pour eux de prendre leur retraite. « Baba, mon fils chéri, l'heure est venue pour toi de me remplacer, » dit le roi en essuyant une larme au coin de ses yeux. « Tu es maintenant un homme, tu sais comment marche le royaume, tu sais tout de nos terres et de nos gens. Tu es prêt. J'ai demandé à monseigneur l'évêque de te couronner. Au fait, oui, je mis ta couronne. » Baba devenait roi. Gourmandine en était toute tourneboulée. Les gens de la cour, les princes, les princesses allaient s'emparer de lui. La petite fée regardait tristement sa baguette magique. Elle avait comme l'impression que l'étoile qui scintillait à son extrémité s'éteignait doucement. « Abracadabra, comme avant tu brilleras », ordonnait-elle à sa baguette, mais rien ne changeait. « Abracadabra », répétait Gourmandine en tapant du pied. « Obéis immédiatement, brille comme avant. » Toujours rien. Avait-elle perdu ses pouvoirs? La petite fée devenait tous les jours un peu plus triste. Ses yeux ne brillaient plus, sa chevelure était toute emmêlée, elle ne poudrait plus ses joues, les perles et paillettes cousues sur ses robes ne scintillaient plus, elle traînait sa baguette comme un vieux balai. Le jour où Baba fut proclamé roi, il donna une grande fête dans les jardins de son palais, qu'il avait métamorphosé pour l'occasion. Des barquettes à la fraise emportaient les princesses sur des lacs de chocolat, le long des halles accent aigus bordés de pain de sucre de toutes les couleurs. Des ours en pain d'épices distribuaient aux enfants des morceaux de pâte de coin coupés en petits cubes. Par les bouches des fontaines coulait du coca, du sirop de menthe, de la grenadine et tout en haut du ciel, la lune, toute poudrée de sucre glace pour l'occasion, souriait au milieu des étoiles. La nuit venue, Baba fit tirer un grand feu d'artifice de paillettes de sucre et de Smarties de toutes les couleurs. Alors que le vieux roi et la reine sommeillaient sur une estrade dans des fauteuils de velours, Baba écarta ses courtisans et s'approcha de Gourmandine, toute seule dans un coin. « Viens, Gourmandine, nous allons ouvrir le bal. » L'orchestre joua le beau Danube bleu. Baba sentait bon le miel, la vanille et le chocolat. Il serrait sa cavalière si fort dans ses bras qu'elle comprit qu'il l'aimait. Et une petite voix venue du fond du ciel lui murmurait « Tu n'es plus fée, Gourmandine, tu vas devenir reine. Tu n'as plus besoin de baguette. » Ils se marièrent et eurent beaucoup de petits princes et princesses, tout coiffés d'un petit Baba. Ils sentaient si bon tous les parfums du monde que le bon Dieu qui passait par là décida que ce royaume serait le paradis sur la terre. Et pour fêter ce jour, il mit sur sa tête un grand Baba au rhum, il appuya dessus et il dansa. Chez les Iguingouins, il y avait une règle que tout le monde respectait. Les nuits de pas lune, on ne mettait pas ses 4 pieds dehors. Elles étaient assez rares, ces nuits, parce qu'avec cette lune dans le ciel, il y en avait toujours forcément une qui brillait. Mais parfois, la nuit était complète et alors là, aucun Iguingouin ne se serait risqué dehors. C'était une vieille croyance, aussi vieille que les plus vieilles légendes. Elle datait de l'époque où les Iguingouins avaient bien plus d'yeux et un peu moins de jambes. Elle datait de l'époque où ils n'avaient pas encore découvert le thé au citron et les biscuits à la noix de coco. Elle datait vachement, quoi. Le Iguingouin n'était pas bien curieux. Il aimait son petit confort,
Déguster une tasse de chocolat avec une grosse pâtisserie recouverte de crème était un de ses passe-temps favoris. Il aimait se réchauffer ses 4 pieds en les tendant vers la cheminée et en soupirant d'aise. Et les nuits de pas lune, il n'allait certainement pas se risquer dehors. Le zigouingouin n'était pas curieux, ça non. Mais il arrivait qu'un zigouingouin sorte du lot, qu'il se montre un peu plus alerte que les autres. En général, ce genre-là de zigouingouin finissait explorateur pour partir à la découverte de nouvelles cultures. Bon, en général, ça se résumait surtout à regarder de loin les vaisseaux atterrir, les colons en sortir, planter un drapeau ou deux, puis repartir. Bizarrement, jamais personne ne s'attardait sur leur planète. Et un jour, Frédoline, qui était justement ce genre-là de zigouingouin, décida de sortir pendant une nuit de pas lune. Elle enfila ses 2 paires de chaussures, s'enroula dans une écharpe, rajouta un pull et poussa sa porte. Jamais encore elle n'avait vu le quartier aussi tranquille, calme, vide. Jamais encore elle n'avait vu autant de fenêtres fermées et de lumières éteintes. Jamais encore elle n'avait vu autant d'étoiles dans le ciel. Frédoline déambulait un petit moment dans les rues, le nez levé vers le ciel. Elle ne comprenait décidément pas pourquoi on s'obstinait à se cacher chez soi. C'était tellement bien, les nuits de pas lune. Et tout d'un coup, elle comprit. Son pied loupa le trottoir, elle glissa, percuta un arbre et une noix de coco atterrit sur son crâne. Sonnée, elle s'assit, secoua la tête, remit toutes ses idées à leur place. À partir de ce jour, Frédoline ne mit plus un pied dehors lors des nuits de pas lune. Une bosse, c'était largement suffisant. Dans un petit village africain du nom de Kwané, vivait un petit garçon qui s'appelait Molimbo. Il était le plus jeune d'une famille de 6 enfants, il avait 3 frères et 2 sœurs. Tout le monde le connaissait. Il passait son temps à discuter allant de case en case. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était aider les autres. Souvent, il ramassait du bois pour le feu de la vieille Badua qui avait tant de mal à se baisser, ou bien il aidait Dafo, le grand chevelu, comme il l'appelait, à tisser les nattes qu'il vendrait au marché. Mais la tâche qu'il ne manquait jamais de faire, c'était aller chercher de l'eau au puits pour tout le village. Pour lui, c'était un réel bonheur de rapporter des seaux remplis aux villageois et de s'occuper de l'approvisionnement de la petite citerne installée au centre du village. L'eau, si précieuse, représentait pour Molimbo toute la vie du village. Souvent il s'amusait à crier « Je suis le gardien de l'eau. C'est un trésor, je le protège, sans elle nous ne sommes plus rien. Appelez-moi Molimbo le gardien de l'eau ». Comme le puits était à l'extérieur du village, Molimbo remplissait régulièrement la petite citerne pour que chacun puisse se servir quand il en avait besoin. Du haut de ses 12 ans, Molimbo vivait donc sereinement et ne se souciait que du bonheur et du bien-être de sa famille et de son village. Un jour, alors qu'il se rendait au puits comme tous les autres jours, il eut comme un mauvais pressentiment. Quelque chose l'inquiétait, mais il ne savait pas encore quoi. Arrivé devant le puits, Molimbo se sentit mal, il ne reconnaissait plus cet endroit d'habitude si beau, si magique. Le puits était bien là, mais Molimbo avait la sensation que quelque chose de grave était arrivé quand il voulut puiser l'eau comme à son habitude, pas la moindre petite goutte. Il entendit seulement le bruit sourd du seau tombant au fond du puits. Que s'est-il passé, pensa-t-il. Hier encore je suis le accent aigu chercher de l'eau pour remplir la citerne. Ce n'est pas possible. Je suis le gardien de l'eau, je la protège, je dois la retrouver. Molimbo, qui ne souhaitait que le bonheur de son village, décida de ne rien dire pour le moment pour ne pas inquiéter les villageois. Il retourna chez lui comme si de rien n'était et prit un sac dans lequel il mit une corde, une pelle, un couteau, un peu de nourriture et de l'eau. Il était bien décidé à retrouver l'eau, coûte que coûte. Personne ne savait ce qui s'était passé, il en était sûr. Car les habitants du village n'allaient pratiquement jamais au puits depuis qu'il avait proposé de s'occuper du ravitaillement du village en eau. Molimbo était très inquiet, il ne fallait pas perdre de temps. Vite, il attacha sa corde en haut du puits et se laissa glisser le long des parois humides. Plus il descendait, plus il sentait son cœur se serrer, ses tempes étaient prêtes à exploser, sa respiration était saccadée. Il avait déjà ressenti ça un jour, quand il était parti chasser la perdrix Gambra avec son père.
C'était en avril, le moment le plus propice pour les capturer. Molimbo avait passé un temps fou à poser des pièges, et il avait été sûr d'entendre une perdrix dans un buisson. Il s'était approché et avait vu l'oiseau se débattre, cherchant à libérer sa patte. Il avait préparé son saké, au moment de la saisir, une fraction de seconde avait suffi à l'oiseau pour s'échapper. Là, au fond du puits, cette sensation d'échec envahit à nouveau Molimbo et il se mit à pleurer. Il était seul, il faisait sombre, que pouvait-il faire? Il s'essuya les yeux et réfléchit un instant. Il se mit à toucher les parois du puits au hasard, et ses mains tombèrent sur un trou, petit d'abord, plus large ensuite. Il remonta à la surface, sortit du sac la petite pelle qu'il avait emportée, et commença à creuser jusqu'à ce qu'il parvienne à se glisser dans le trou. Il rampa dans ce curieux tunnel, humide et sombre. Il n'y voyait presque rien et se guidait avec ses mains. Il rampa longtemps, s'arrêta même un instant pour manger un peu tellement il se sentait fatigué. Au bout d'un long moment, il arriva dans une grotte magnifique. Le plafond était tapissé de stalactites scintillantes qui brillaient avec des reflets bleus, de petites gouttes perlaient du plafond. Molimbo n'en croyait pas ses yeux. Mais où se trouvait-il? Il resta longtemps immobile à contempler cet endroit magique. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau de toute sa vie. Il finit par avancer en silence, jusqu'à ce qu'il entende un léger murmure, un murmure familier, celui de l'eau qui coule et qui clapote. Tout excité à l'idée de retrouver l'eau, il suivit le bruit jusqu'à un énorme tas de pierres éboulées qui se dressait tel un géant devant lui. Il en était sûr, l'eau était là, juste derrière, restait maintenant à trouver le moyen de la rejoindre. Molimbo observa avec attention la grotte et repéra un petit tunnel presque aussi grand que celui qui lui avait permis d'arriver jusqu'ici. Il s'y faufila et déboucha plus haut dans une autre salle, tout aussi belle que la première. Le bruit de l'eau était si fort que Molimbo s'aperçut vite que l'eau jaillissait d'une cascade et remplissait un énorme bassin. Molimbo sentit son cœur battre, il était heureux, lui le gardien de l'eau, il l'avait enfin retrouvé. Sans réfléchir, il plongea dans l'eau, jamais il n'en avait vu autant. Alors qu'il sortait de l'eau, heureux et encore tout émerveillé, il entendit tout à coup « Et toi là-bas, d'où tu viens ?» Un jeune garçon pas plus vieux que lui le dévisageait. « Je m'appelle Bakary, et toi ?» demanda le garçon. « Je m'appelle Molimbo. Je viens du village de l'autre côté de cette grotte. » Molimbo et Bakary passèrent le reste de la journée à se raconter leur histoire. Molimbo comprit alors que cela faisait 2 jours qu'il était parti de chez lui. Le tunnel lui avait paru si long, il comprenait mieux. Il expliqua à Bakary sa recherche de l'eau et sa peur de ne plus en avoir pour son village. Bakary lui raconta le jour où il trouva cette fabuleuse source secrète. Avant, dans son village, on devait parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un point d'eau. Cette source était un miracle, elle était devenue sacrée. Pour ne pas risquer de la gaspiller, ils avaient bloqué les passages par lesquels elle s'écoulait et n'avaient gardé qu'une seule entrée. C'est pour ça que le puits du village de Molimbo s'était vidé de son eau. Bakary emmena Molimbo à Boka, le village où il vivait, et raconta toute l'histoire au chef du village qui n'en crut pas ses oreilles. « Tu as fait preuve de beaucoup de courage, Molimbo, gardien de l'eau. Mais il est temps de rassurer ta famille qui doit s'inquiéter de ton absence. » Molimbo dormit dans le village de Bakary et, au petit matin, indiqua le chemin jusqu'à Kouané, son village. Quand les habitants virent Molimbo, ils le prirent dans leurs bras, fous de joie de le retrouver. Ses parents pleuraient de joie. Les chefs des 2 villages décidèrent de se réunir pour parler de la source secrète. Suite à leur discussion, les 2 villages ne firent plus qu'un. Connus sous le nom de Boka-Kouané, et les villageois s'entraidèrent pour construire de nouvelles cases plus proches de la source. Depuis ce jour, Molimbo et Bakary continuent d'être les gardiens de l'eau. Ils la protègent car ils savent très bien qu'elle est précieuse et que la survie de leur nouveau village dépend d'elle. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde.